propose de prendre à nouveau de la hauteur et de nous intéresser maintenant plus précisément à l'apport des images satellitaires avec Michael Attia, donc, qui est crop analyst chez Geodis. Michael, tu peux afficher ta caméra et je te passe la main pour que tu puisses partager ton écran. Bonjour à tous, je suis Michael Attia et je travaille chez Geosys. Donc c'est une entreprise internationale avec plus de 30 ans d'expérience dans l'imagerie satellitaire et qui fournit à ses clients des données et analytics pour le secteur de l'agriculture. Donc on transmet ces informations de différentes manières, sous forme de plateformes partenaires, d'applications web. On a aussi des API dédiés ou encore des rapports, des tableaux de bord, des exports et enfin une analyse d'experts. Et donc c'est dans ce cadre-là que s'intègre mon métier. Je suis crop analyst et je vais interpréter les données pour estimer la situation des cultures à l'échelle régionale. Donc l'outil que je vais surtout utiliser, c'est un outil qu'on a développé qui s'appelle AgriQuest et qui va permettre une analyse humaine par l'observation et la comparaison visuelle des données météo et de végétation. Donc, on va pouvoir prédire à une échelle macro des rendements pour les grandes cultures, notamment le maïs, le soja, le blé, l'orge ou encore le colza. Et donc, nos clients, ça va principalement être des assureurs, des transformateurs, des coops, des négoces et puis aussi des traders dans les produits agricoles. Les technologies qu'on va utiliser, elles sont diverses, j'en ai retenu trois. D'abord, la base, l'imagerie satellitaire, qui va nous permettre d'avoir des indices de végétation de qualité de différentes sources qu'on va ensuite traiter. On va aussi faire intervenir de la modélisation météo pour obtenir des données homogènes entre les géographies et interannuelles. Et puis, on va bien sûr mettre en pratique, en utilisation, utiliser des applications web pour visualiser ces données. Le screenshot reprend du coup les visualisations qu'on peut avoir avec AgriQuest. Et donc, ça va permettre des analyses intuitives, organiques, et ça va faciliter l'explication de nos analyses et également permettre une communication plus efficace. Donc, avec Julien, on est parti en Afrique. Je vous propose de continuer un petit peu l'exotisme et cette fois-ci de me suivre au Brésil sur précisément la détermination du potentiel de rendement du maïs d'hiver. Donc, une de ces deux images traite vraiment du sujet. L'autre, c'est simplement pour essayer de récupérer votre attention. Et donc, je m'excuse un peu pour cette manipulation un peu facile. On reprend l'analyse du coup avec trois cartes. La première carte vous présente ici les précipitations des 30 derniers jours par rapport à la moyenne. Et en fait, toute cette zone marron que vous voyez dans le sud du Brésil, ça nous montre qu'on a un déficit hydrique depuis mars. Et donc, on va s'intéresser à ça et voir comment ça a pu impacter les cultures en regardant la deuxième carte qui présente ici des indices de végétation par rapport aux moyennes sur les 10 derniers jours. Et toutes ces zones un peu rougeâtres nous montrent une dégradation dans ces indices par rapport à la moyenne. Donc la troisième étape, c'est de se dire, je vois une dégradation dans le sud, est-ce que c'est vraiment une problématique pour ma production de maïs brésilien? Et c'est la troisième carte qui nous oriente nous donne des éléments de réponse. Et je constate qu'on a environ 35%, un gros tiers de la production qui se retrouve donc dans le sud du pays. Donc oui, ça m'intéresse pour mon analyse globale et je vais aller faire un zoom sur le Paraná. Paraná, c'est un des états importants pour notre production. Et donc, je retrouve mes indices de végétation. Je découvre qu'on a une hétérogénéité au sein de cet état. C'est dégradé particulièrement dans l'ouest et dans l'est, un peu plus correct dans le centre. Et là, pour poursuivre, j'ai deux grosses questions. D'abord, à quel moment de l'année je dois véritablement regarder pour que ce soit pertinent une analyse sur le maïs d'hiver? Et l'autre élément, ça va être où regarder dans le Paraná. Donc d'abord, je vais afficher les indices de végétation de l'ensemble de l'État et je découvre ici mes indices avec deux bosses. Chaque bosse correspond à un cycle important. On a d'abord le soja d'octobre à février, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Et puis on retrouve ensuite le maïs qui est semé derrière ce soja, le maïs d'hiver. Et donc c'est sur cet élément qu'on va zoomer. La zone maintenant, on remarque toujours avec nos cartes qu'on a une importance dans la distribution dans l'ouest, pardon, et dans l'est. Souvenez-vous, c'était les zones qui étaient dégradées. Donc ça va avoir son importance. Et donc, par rapport à cette carte, on va retirer une partie des municipalités, une partie de ces municipiaux ici, pour juste conserver ceux qui sont importants. Partons maintenant sur l'analyse véritablement. Donc,
Première étape, je le disais, j'ai un peu affiné, apuré ma carte en gardant seulement les zones importantes avec des productions fortes de maïs. Et la deuxième étape, je reviens sur mes indices de végétation et je vais décomposer mon analyse en deux temps. D'abord, je regarde le début de mon cycle. Donc ici, je suis du 1er mars au 31 juillet. Le début de mon cycle, on va s'intéresser à cette courbe ici en rose qui est inférieure aux autres courbes. Donc ça nous montre qu'on a un démarrage qui est plutôt lent cette année. Et pour le comprendre, pourquoi est-ce qu'on a cette lenteur? On va regarder la partie 3 avec donc le bilan hydrique, les précipitations moins l'évapotranspiration de notre maïs. Et ce qu'on découvre ici, c'est que pour l'année 2020, encore en rose, pardon, on a un fort déficit sur ce début d'année. Donc ça peut expliquer pourquoi c'est un peu poussif comme développement pour l'instant. On remarque également qu'on est assez proche de 2009. Donc on va considérer que 2009 est l'année analogue. Ça, c'est très important pour pouvoir déterminer le potentiel de rendement. Donc on garde cette information en tête et on continue. De retour dans nos indices de végétation. Et cette fois-ci, on va regarder sur la deuxième phase, la phase reproductive, qui va à peu près du 1er mai jusqu'au 31 du 1er avril, pardon, jusqu'au 31 mai. Et donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a toujours des indices qui sont un peu inférieurs à nos moyennes. Ce n'est pas encore une excellente nouvelle. Et aussi, on peut remarquer qu'on est assez proche ici de la courbe en bleu 2018. Donc 2018 va être notre analogue pour les indices de végétation. Pourquoi est-ce qu'on a des indices qui pour l'instant ne sont pas exceptionnels? Je retourne de nouveau à mes éléments météo, c'est l'élément 5, et ici j'ai groupé mes années selon deux paramètres, les températures et de nouveau le bilan hydrique. Et on voit que les années les plus sèches ici, on retrouve 2009, on retrouve 2018 et pas si loin que ça pour l'instant, on a aussi 2020, on retrouve également 2016 qui était une année particulièrement sèche. Donc toutes ces années sèches ont été des années décevantes en termes de rendement. Et comment je sais ça? C'est la dernière étape. Je regarde chacune de mes années et j'associe donc les rendements en tonnes par hectare qu'on a obtenus pour chacune de ces années. L'autre élément, c'est que je vais comparer ces rendements par rapport à la tendance de rendement 15 ans pour voir là où on a eu des vraies déceptions et là où ça s'est plutôt bien passé. Souvenez-vous, on a parlé de 2009 qui était analogue pour les précipitations du début de cycle. On a parlé également de 2018 qui était analogue pour les indices de végétation. Donc assez logiquement, on a pour l'instant à 5,35 tonnes par hectare des rendements qui sont 12% inférieurs à notre tendance de rendement, donc plutôt décevant. On part sur un scénario pessimiste. On a encore beaucoup de temps, on est seulement aux floraisons pour l'instant, au début des floraisons. On peut encore voir la situation évoluer, mais à l'heure actuelle, on va conseiller à nos clients d'être plutôt pessimistes, encore une fois, sur le potentiel. Ces données-là, en termes d'analyse, on va les associer à d'autres éléments, des éléments venant de nos contacts, des articles, des infos terrain, des crop progress qui nous témoignent de l'avancement des cultures, des infos marchés, pardon, ou encore des projections météo. Et donc, on va regrouper tout ça et on va fournir à nos clients des prédictions de production à différentes échelles. Donc, on parlait du Parana à l'échelle de l'État ici pour le maïs, mais également, on peut les fournir à l'échelle de l'ensemble du pays ou même pour l'Amérique du Sud, par exemple. Et donc, on va retrouver ici les surfaces, les productions et les rendements qu'on va comparer, ça c'est un élément important pour nos clients, à des benchmarks, donc c'est-à-dire d'autres organismes qui publient également des prévisions qui sont importantes pour le marché. Par exemple, l'USDA, qui est l'organisme de référence, le département américain, ou le CONAB, qui est l'organisme de référence pour le Brésil. Alors, comment on pense que ça va pouvoir évoluer à l'avenir? D'abord, le nerf de la guerre, c'est véritablement la donnée, en avoir en quantité et en qualité. On a plusieurs idées de développement dans ce sens. Le plus marquant est peut-être Earth Daily, qui va être une constellation de satellites qui permettra des images multispectrales à haute résolution, à la résolution de 5 mètres pour l'ensemble du monde et à fréquence journalière. Donc ça, c'est un élément qui pour nous va être très important. C'est prévu pour 2022. Je vous encourage à noter ça sur vos agendas. L'autre point, l'utilisation de plus en plus d'intelligence artificielle. Par exemple, on a des projets qui nous permettent de réaliser des masques, de discriminer les différents indices de végétation entre le maïs et le soja, par exemple aux États-Unis, là aussi il y a de la valeur business. Enfin, on va finir sur une note un peu humble. La capacité à prédire le rendement, elle reste limitée. Il y a plusieurs challenges techniques qui vont être compliqués à surpasser. On peut penser à la fiabilité des modèles météo à long terme, ou encore le fait que
avec le climat, on a des situations de plus en plus extrêmes et c'est toujours compliqué de savoir comment les cultures vont réagir à un événement qui a jamais eu lieu. Donc c'est pour ça que pour nous, on maintient l'importance de complémenter tout ça avec une analyse humaine. Je finirai avec une citation que j'aime bien de Pierre Dac, qui précise que la prévision, c'est un art difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Et ma foi, c'est pas faux. C'est pas faux, effectivement. Justement, Michael, tu soulignes que l'intelligence artificielle va peut-être pas tous nous sauver et nous permettre d'atteindre le Graal, hein, qui est cette prévision ou cette prédiction des rendements. Bah, on va creuser cette question avec Philippe Stop d'ITK.